Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles quotidiennement pour suivre l'actualité du jour, dont voici les principaux titres. Le vote au Conseil national de 3 projets de loi, dont l'un porte sur la protection des droits des femmes et va permettre une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Le festival de télévision de Monte-Carlo se déroulera du 17 au 21 juin. L'affiche promet d'être belle. L'édition 2022 vient d'être officiellement présentée à Paris. Nous serons avec le vice-président délégué de Monaco Mediax, Laurent Pionce. La redynamisation du quartier de la Condamine, de nouvelles boutiques ont ouvert et avec la fin des mesures sanitaires qui ont accompagné la crise Covid-19, il y a de nouveau beaucoup de passages dans cette zone située en plein cœur de Monaco, au carrefour avec les autres quartiers. À la veille du tournoi Sainte-Dévote, la Fondation Princesse Charlène a proposé une matinée d'activités aquatiques aux jeunes rugbymen venus du monde entier pour participer à la compétition. Il s'apprête à entreprendre au début du mois de juin un périple rendant hommage au prince Albert Ier, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire de la disparition. L'aventurier Xavier Chevrin du groupe Venturi va traverser le Spitzberg à l'est du Groenland en ski de randonnée. Il nous expliquera comment il s'y est préparé. Mais pour débuter cette édition, nous allons faire le point sur les 3 projets de loi adoptés hier soir au Conseil national. Bonsoir Sandrine Nègre. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Parlons tout d'abord du projet de loi relatif à la promotion et la protection des droits des femmes, car la législation monégasque vient d'être ainsi actualisée en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Ce projet de loi modifie et abroge des dispositions obsolètes et inégalitaires. Une majorité de 18 élus ont soutenu ce texte proposé par le gouvernement qui vise à renforcer la protection des droits des femmes en principauté. Pendant 3 ans, près de 12 000 textes juridiques et législatifs ont ainsi été relus afin de repérer les expressions devenues au fil du temps obsolètes pour des raisons juridiques, sémantiques ou même scientifiques. Au total, 85 dispositions et textes font l'objet d'une modification, voire même d'une suppression. Sachez enfin que 2 autres projets de loi, 1055 liés à l'art dentaire et 1056 modifiant certaines dispositions relatives à la profession de sage-femme, ont aussi été adoptés. Et dans les autres titres du jour, l'inauguration de ce ponton au port Hercule. Souvenez-vous, la vedette princesse Gabriella de la division de police maritime et aéroportuaire avait été baptisée en décembre 2020. Et bien aujourd'hui était organisée, vous le voyez, l'inauguration du nouveau ponton pour amarrer cette unité. Ponton baptisé et inauguré en présence de plusieurs personnalités du gouvernement princier. Unité qui permet bien évidemment d'intervenir sur les eaux si besoin rapidement et de manière très efficace. Et 5 mois plus tard, nous reparlons du Téléthon. Il a lieu chaque année au début du mois de décembre. Le Téléthon permet de récolter des fonds pour la recherche et une réunion a été organisée il y a tout juste 24 heures pour remercier notamment les bénévoles qui œuvrent sans relâche. L'association monégasque pour les maladies rares et génétiques, MMG, est en charge de l'organisation du Téléthon en principauté. Rendez-vous le 2 décembre prochain pour la 36e édition. Passage incontournable pour médiatiser la manifestation, l'édition 2022 du Festival international de télévision de Monte-Carlo vient d'être officiellement présentée à Paris cette semaine. À un peu plus d'1 mois du coup d'envoi, le 17 juin, l'affiche se précise et semble confirmer un retour complet à la normale après les années Covid. Le vice-président délégué du festival est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent Pionce. Bonsoir. Ça se précise, vous venez de lever le voile sur les temps forts à venir du Festival 2022 ? Oui, tout à fait. C'est une excellente édition qui se prépare. Je pense qu'on va retrouver le niveau de 2019. C'est-à-dire qu'on va retrouver un festival tout à fait normal et dans les conditions optimales d'avant-crise ? Tout à fait. Le retour des Américains, une avant-première mondiale en ouverture en présence du cast Last Light, production MGM, sur un sujet d'actualité. Une compétition toujours en montée de gamme, hein, puisque la qualité est exceptionnelle, 3 ou 4 avant-premières mondiales, des projections hors compétition en avant-première mondiale également, avec Jean Reno notamment, David Hasselhoff également. Donc on peut dire que le festival des grandes années 2019
et de retour. Mais donc, c'est-à-dire que du côté des productions, il n'y a pas de contre-coup ou de décalage lié à la Covid. Tout est reparti là aussi à plein régime, hein. Ben, je pense qu'effectivement, ils ont été touchés pendant la crise du Covid, comme nous, le secteur de l'événementiel. En revanche, désormais, les choses s'arrangent. Donc là, ils ont repris une activité, je pourrais dire, quasi normale. Et surtout, la qualité du festival les intéresse, donc ils veulent impérativement revenir. Et cette année, donc, tout débutera le 17 juin, avec, c'est une nouveauté aussi, déjà une remise de prix dès le départ. Oui, exactement, c'est un nouveau prix que nous avons souhaité lancer. Donc la Nerve d'or du meilleur espoir. Et cette année, elle sera donc décernée à Théo Christine, qui est un acteur français, qu'on a pu voir notamment dans Scam, La guerre des mondes, et dans Suprême, c'est un film de cinéma, Suprême, où il joue le rôle de Joe Star. D'ailleurs, il est vraiment éblouissant. Donc vous lui rendez honneur dès le début du festival, et ce qui fait la force de cet événement aussi, et le bonheur du public, ce sont les avant-premières, il y en aura? Dans la compétition, la sélection, donc 9 programmes nommés, il y a 3 ou 4 avant-premières mondiales en présence du cast. Il y a également deux autres projections hors compétition, une avec Jean Reno et une autre avec David Hasselhoff, toutes les deux en avant-première mondiale. Et quels seront les autres événements ouverts au public? Alors vous savez que le festival, depuis plusieurs années, il s'ouvre de plus en plus au public. Là, avec un retour quasiment à la normale, plus d'une vingtaine d'événements lui sera dédiés, des autographes signing, des rencontres, des meet-up, des behind the scenes, des projections. Le public y trouvera son bonheur, il n'y a aucun souci de ce côté-là, bien au contraire. Et il y a un événement dans l'événement, est-ce que vous pouvez nous parler des business contents? Alors effectivement, oui, compte tenu du fort développement de la compétition et notamment de la dernière réforme que nous avons mise en place en 2020, bon malheureusement on n'a pas pu l'éprouver sur l'édition 2020 puisqu'il a été annulé à cause de Covid, désormais la sélection se compose de 9 programmes nommés. Et ce nouveau format de compétition attire de plus en plus de professionnels, producteurs, réalisateurs, writers. Donc on a pensé qu'il était important pour nous et surtout pour eux de leur mettre en place un lieu de rencontre pour faire du networking, mais également présenter un programme de conférence de haut niveau qui leur permettrait, si vous voulez, d'appréhender un petit peu leurs préoccupations de futur. Donc il y a les business contents, on a parlé de l'ouverture, des avant-premières, et pour la clôture, un joli binôme de présentateurs. Oui, effectivement, donc Amandine Petit, qui est Miss France 2021, qui était présente au festival, et Eric Antoine, qui est comédien, humoriste et même magicien. Donc ils présenteront tous les deux la soirée de clôture. Je pense qu'on peut s'attendre à de bons moments, tout à fait. Et il y aura une grande première dans les prix. On a parlé de l'appétit du public pour ce festival. Ouais. Vous allez lui rendre hommage en quelque sorte à ce public. Donc on va présenter un nouveau prix, donc le prix du public, et on va offrir l'opportunité au public de se considérer comme un membre du jury pendant la période du festival. Et ils pourront donc, parmi la sélection officielle, extraire le programme qu'ils préféreront. Et au plus fort de la fréquentation quotidiennement, un festival télé, cela représente combien de personnes? Bah écoutez, bon là ça va être, nous espérons bien entendu un retour à la normale. En termes de public, on peut dire que sur la durée de la manifestation, entre 6 et 7 000 personnes foulent le tapis rouge. Durant tous les événements publics, il y a les événements publics, l'ouverture, la clôture. Oui, on peut dire que 6 à 7 000 personnes foulent le tapis rouge. Ouais. Et rendez-vous est donné donc le 17 juin pour l'ouverture du festival. Merci beaucoup Laurent Pion d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il représente le cœur commercial et populaire de la principauté et il poursuit actuellement sa mutation en accueillant de nouveaux commerces. Découverte à présent, ou plutôt redécouverte du quartier de la Condamine, avec ce reportage de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. Le quartier de la Condamine se refait une beauté et se prépare à entrer dans la cour des Grands. De nombreux établissements ont été rénovés et de nouvelles enseignes viennent de s'implanter. L'objectif, apporter un nouveau souffle à ce quartier incontournable de la Principauté où il fait bon vivre. La Condamine est un quartier commercial qui s'est bien redynamisé ces quelques dernières années. Aujourd'hui, vous avez Zadig et Voltaire qui a ouvert ses portes, rue Caroline. Nous avons Como, rue de Milo, avec Mauro Colagreco quand même. Des boutiques aussi comme Miamor, enfin qui est plutôt un snack, Miamore, qui vient d'ouvrir, Wou et Ola, le marché qui est quand même quelque chose d'impressionnant en termes de qualité, de prix et de propositions.
Donc la rue Caroline, le marché, le port qui se refait. Nous attendons avec impatience le musée automobile. La Condamine, c'est aussi le port. Donc le port, donc nous avons la brasserie et tous les établissements en fait qui font partie un petit peu de cette zone. Le Café Milano qui se refait, le Miramar qui vient de réouvrir ses portes. Ce sont quand même des établissements qui sont neufs aujourd'hui ou qui ont une proposition qui est vraiment intéressante en termes de produits. Et ça comprend aussi le Yacht Club, l'Automobile Club. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on aura le musée automobile, ce sera vraiment un quartier qui aura une très très grosse attractivité. En attendant l'ouverture prochaine du musée automobile, les commerçants poursuivent sur leur lancée en apportant un vent de fraîcheur, en proposant de la nouveauté à leur clientèle, quelles que soient les différentes activités, et s'apprêtent à recevoir d'ici quelques jours les amateurs du Grand Prix historique. Samedi se disputera au Stade Louis II le tournoi de rugby Sainte-Dévote. Et pour les clubs venus de loin, arrivés avec un peu d'avance à Monaco, différentes activités ont été mises en place. Ce matin, les petits sportifs ont pu découvrir quelques notions de sauvetage proposées par la Fondation Princesse Charlène. Christine Datomel et Sylvain Péroumal ont assisté à ces ateliers aquatiques. 72 enfants venus de Dubaï, du Maroc, d'Abu Dhabi, d'Équateur, de Géorgie et de l'île Maurice se sont rassemblés ce matin au bord de la piscine du Stade Louis II. Ces enfants participeront demain au tournoi Sainte-Dévote organisé par la Fondation de la Princesse Charlène, mais participent depuis le début de la semaine à différentes activités en marge du tournoi. Hier, les petits participaient par exemple à une excursion en bateau avec Pierre Frolat. L'objectif du jour, participer à différentes sessions aquatiques ludiques pour apprendre les rudiments du sauvetage. Pour encadrer les enfants, les équipes de la Fondation Princesse Charlène et de la Croix-Rouge monégasque. L'objectif pendant le tournoi Sainte-Dévote, c'est de sensibiliser les enfants à l'activité prépondérante de la Fondation Princesse Charlène dans un cadre bien défini qui s'appelle un Water Safety Day. Un Water Safety Day, c'est la découverte des activités aquatiques et subaquatiques sur le thème principal du sauvetage. On oriente les formations de sauvetage énormément sur le ludique. Donc ils vont s'amuser énormément, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des valeurs fondamentales qui sont les valeurs civiques, la fraternité, l'engagement, le partage, le courage, l'honneur et l'humilité qui sont mis en ligne de front de ces activités. Et généralement, pour des sportifs comme ces jeunes qui pratiquent principalement le rugby, c'est quelque chose qu'ils connaissent énormément. Donc il y a un lien, ce qu'on appelle une transversalité entre ces deux activités et les mêmes valeurs. En général, les enfants sont toujours très réactifs. En plus, pour chaque pays, on indique le numéro d'urgence de chaque pays parce que ça change à chaque fois. Et ce qui leur plaît, c'est de pratiquer en fait et de pouvoir pratiquer sur le mannequin. Et en fait, en fonction des pays, les lois ne sont pas pareilles non plus. En France, on peut on peut intervenir, utiliser un défibrillateur, qui que ce soit, même s'il n'a pas été formé. Dans certains pays, c'est pas le cas. Donc en fait, ils vont suivre la loi du pays, au moins dans leur cercle familier. Si c'est leur père, leur mère, si c'est un proche, ils vont savoir quoi faire et donc ça, c'est important. Parce que la plupart du temps, ça arrive dans le cercle familier. On a appris que quand des personnes ne bougent pas, on doit ramener la tête en arrière pour voir si la personne respire ou pas. Et là, on était en train de voir ce qu'était un défibrillateur. Dans l'après-midi, les enfants ont pu découvrir la principauté à bord du petit train et ensuite ils ont pu visiter l'aquarium du musée océanographique avant de se rendre au jardin animalier. C'est un long périple en ski de randonnée à travers les paysages de l'archipel du Svalbard sur l'île du Spitzberg que s'apprête à effectuer l'un des membres du groupe monégasque Venturi. Xavier Chevrin va ainsi saluer la mémoire du prince Albert Ier, dont on célèbre en 2022 les 100 ans de la disparition. 220 km à parcourir au total sur une terre au relief tourmenté. Bonsoir Xavier Chevrin. Bonsoir. Vous êtes un habitué des défis, pas toujours évidents à relever d'ailleurs. Lorsque l'on vous a connu, vous traversiez l'Europe et l'Asie pour rejoindre la Chine à bord d'une 4L électrique, c'est ça? Voilà, c'était une berlingot électrique en fait, qui avait été électrifiée par Venturi, la société monégasque Venturi. Et ça avait été un des premiers grands défis pour lesquels je travaillais avec Venturi, donc à Monaco. Oui, parce qu'après, vous avez intégré vraiment le groupe où l'on aime relever des challenges. Vous aviez le profil parfait.
Alors voilà, en fait, il y a toute une branche de Venturi qui s'appelle Venturi Global Challenge. Et alors, c'était tout à fait effectivement dans mes corps, enfin dans mes corps. C'est ce que j'aimais faire, en tout cas, avant de connaître Venturi. J'avais déjà fait quelques expériences à droite à gauche de par le monde. Et c'est ce qui nous a rapprochés, en fait, avec Gildo Pastor. C'était ce côté un petit peu, de son côté, le côté pionnier, haute technologie, et de mon côté, le côté un petit peu aventure, expédition. Donc, on s'est bien retrouvés sur ces deux sujets. Et depuis, je travaille avec lui avec grand plaisir. Pouvez-vous nous présenter le nouveau défi qui vous attend tout au long du mois de juin? Alors, ce mois de juin est un mois de juin spécial. C'est pour une année spéciale, puisqu'on célèbre cette année à Monaco le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Et donc, dans ce cadre, on a voulu, avec Venturi, marquer le coup, on va dire, et proposer un Venturi Global Challenge lié à tout ce qu'avait fait le prince Albert à l'époque. Et donc, le prince Albert Ier avait été le premier à cartographier le Svalbard, hein, qui se trouve donc très au nord, la dernière étape, on va dire, avant le pôle Nord. Et donc, à ce sujet, on avait trouvé sympathique de pouvoir relier tous les points qui sont sur le Svalbard. Vous savez qu'il y a plein de points, en fait, dans le relief qui ont été nommés d'après la principauté de Monaco. Vous avez le sommet Grimaldi, le glacier de Monaco, le sommet Princesse Alice, le sommet Prince Albert Ier, justement. Et donc, on va rallier tous ces points donc, dans le Spitzberg, à travers la terre Prince Albert Ier, d'ailleurs, sur place. Avec, alors, ça, c'est le côté trek aventure, et il y a le côté aussi technologie de Venturi qui rapporte un système de chargeurs. Oui, parce que ce sera une aventure durable, hein. Exactement, exactement. Donc, il n'y a pas de voiture, pas de moteur, rien, aucune énergie fossile. Et donc, il faut s'arranger avec les chargeurs au solaire, avec un système vraiment efficace, très compact, léger, hermétique, qui ne craint pas le froid. Voilà, donc ça, Venturi a réussi à nous passer ces deux chargeurs qui vont nous permettre de nourrir une application, d'ailleurs, qui sera à disposition gratuitement pour tous ceux qui veulent suivre l'expédition, et qui permettra effectivement de voir tous les points jour par jour, le point GPS, et grâce à cette technologie, justement, pouvoir envoyer un petit message, moi pouvoir envoyer un message et éventuellement quelques photos, et le public envoyer aussi des messages en retour. Comment vous êtes-vous préparé? Vous allez faire ce périple à ski de randonnée? Voilà, un périple à ski de randonnée. Je pensais à l'origine que ce serait comment ça s'appelle, en raquette pour la neige. Et on m'a dit non, pas question, c'est ski de randonnée. Bon, alors donc il a fallu que je m'y mette. Il a fallu un entraînement spécial, ce qu'on appelle une pré-expédition en Norvège pendant l'hiver, comparé à toute éventualité, en particulier au niveau climatique, puisque c'est quand même sont des températures assez frisquettes, hein, on va dire. Et puis, donc, il y avait le côté donc, technique, environnemental, enfin, au niveau climatologique. Et puis après, ici, donc, sur place, donc, il y a un entraînement spécial journalier, à la fois dans ce qu'on appelle le foncier, et puis aussi dans le renforcement musculaire, effectivement, parce qu'on va devoir porter chacun une poulka environ 60 kilos. Et donc, il faut se préparer à ce défi physique aussi. Alors, vous nous avez parlé des températures, bien évidemment, mais que redoutez-vous le plus dans cette expédition? Alors, mis à part les températures, je dirais, dans l'ordre, ce sera surtout les crevasses. On peut avoir un terrain lisse et vierge un mois, et le mois d'après, avoir une crevasse qui se forme et la découvrir qu'une fois sur place, on va dire. Le deuxième risque, bien sûr, puisque ça, c'est quelque chose que tout le monde peut imaginer, c'est bien sûr les ours polaires. Et oui, c'est l'image d'Épinal de cette zone-là, et il en reste encore, fort heureusement, oui, les ours polaires. Alors effectivement, c'est une partie du monde en fait qui reçoit tout. Enfin, on dit qu'un ours polaire sur 6 se trouve justement dans cette région. Hein, on a affaire entre 3000 et 4000 ours qui se promènent à droite à gauche. Là, effectivement, on aura les yeux grands ouverts, et on a tout le système spécial autour des campements, bien sûr, pour éviter des intrusions malencontreuses de ce type d'animal. Et alors, vous misez sur un périple de combien de jours? Quel est l'objectif? Le temps en lui-même, ce sera à peu près 3 semaines, on pense. On essaie de prendre quelques marges parce qu'on a un grand rendez-vous à la fin du périple, en fait, avec le bateau qui viendra nous rechercher de l'autre côté. Et donc, c'est important d'arriver à ce rendez-vous en temps et en heure, le 26 juin, en bas du sommet Princesse Elisabeth.
Très bien, c'est noté. On vous suivra également depuis Monaco Info. Merci Xavier Chevrin d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir, merci à vous. Sandrine Nègre nous rejoint pour développer les autres informations du jour, à commencer par du sport boule, Sandrine. Oui, puisque les terrains du club bouliste du Rocher accueilleront dès le 14 mai la Coupe d'Europe des sports boules. Frédéric Elion est parti à la rencontre du directeur sportif du club et du capitaine de l'équipe monégasque pour prendre le pouls à moins de 10 jours de l'événement. C'est l'équipe qui participe en club sportif, en élite 2. On a fait une saison régulière en championnat. Donc ce sont des joueurs locaux avec une forte identité locale. C'est une équipe qui est constituée de coureurs, de joueurs aussi de traditionnels. La force, c'est que c'est une équipe qui s'entend très très bien. Et on va essayer de faire du mieux possible pour se qualifier. Donc on a Well Labidi qui nous a rejoint cette année, qui est anciennement champion du monde de tir de précision. Donc c'est un beau renfort pour nous cette année. On a Anthony Copé qui sera avec lui sur le tir de précision. Et après on a donc les deux champions du monde, donc moi-même et Nicolas Logier sur les épreuves traditionnelles. Et à ça se joignent des jeunes pour les épreuves sportives, donc Louis Raspo, Gianni Bresciano. Voilà, donc c'est important pour nous de dynamiser un peu par les jeunes. Voilà, et nous suivrons bien évidemment cette compétition pour vous. Du sport boule aux boules de poil, l'exposition canine aura lieu ce week-end au chapiteau de Fontvieille. Nous sommes nombreux à aimer les chiens, et bien sachez qu'ils seront plus de 1100 à être réunis sous le chapiteau Espace Fontvieille samedi et dimanche. Bouvier, Dalmatien, Teckel, autant de races de chiens réparties en 10 groupes, en tout 181 races. Et 23 pays seront représentés sur les 2 jours. Et enfin, Sandrine, de la musique avec un artiste local. Il sera en concert à Paris en octobre prochain, mais en attendant, le chanteur Bakian est en principauté pour parler de son nouvel album. Frédéric Elion a pu le rencontrer à ce sujet. Écoutons-le. Le premier extrait Changé, dont le clip a été tourné en principauté, donc c'était pour moi vraiment un challenge et puis un grand plaisir de pouvoir tourner ce premier clip ici en principauté. L'album il est en préparation, on vient de sortir le deuxième extrait Tout emporté qui est sorti il y a une dizaine de jours, qui fait un très bon démarrage d'ailleurs, donc on est vraiment content et l'album est en préparation, je pense plutôt en novembre, juste après mon concert au Casino de Paris le 17 octobre prochain. Combien de morceaux, combien de temps pour le finaliser au total, combien de travail sur cet album-là? Il y aura eu quasiment une année de travail, donc sans doute 10 morceaux qui seront en préparation. On a déjà bien avancé, l'album est en partie fait, mais il nous reste encore quelques titres à finaliser, donc ça avance bien. Et n'oubliez pas donc à noter dans vos agendas, concert le 17 octobre au Casino de Paris. Musique toujours avec ce concert jeune public donné à l'espace Léo Ferré avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et sur le thème « Bienvenue à Galanta », inspiré de la vie du compositeur hongrois Zoltán Kodály, le récit de José Sacré sur des images d'Olivier Bonello. Tous les soirs, les meilleurs musiciens de la ville venaient jouer à la maison. Régis Royer dans le rôle du musicien hongrois Zoltán Kodály avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Christophe Mangou. C'était le 4 mai lors du concert jeune public à l'espace Léo Ferré, une création des Clés de l'écoute intitulée « Bienvenue à Galanta ». Ce sont les danses de Galanta, parce qu'en fait Galanta était une ville très habitée aussi par les tziganes. Zoltán Kodály était très ami avec cette population-là, et ses parents étaient musiciens, et donc ils invitaient beaucoup de tziganes chez eux et allaient chez eux pour jouer de la musique. Et donc à Galanta, il y avait ces fêtes populaires où tout le monde chantait, jouait et dansait. Et il y avait notamment une danse qui s'appelle le Ferbunkos, qui est une danse traditionnelle hongroise, où les hommes en fait vont faire des joutes de danse pour être recrutés dans l'armée. C'est un spectacle aussi qui parle beaucoup de solidarité et du regard qu'on porte à l'autre, et aussi bien sûr des relations qu'entretiennent la musique savante et les musiques populaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage dans le village de mon enfance. Bienvenue à Galanta. Et sur ces notes de musique, passons aux prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre, Sandrine, samedi ?
Eh bien Patricia, week-end pluvieux, week-end heureux, nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ciel monégasque se montrera capricieux avec des averses samedi et un temps très nuageux, même lorsqu'il ne pleuvra pas. Les températures resteront agréables et dignes d'un mois de mai. Le mauvais temps ne devra pas vous empêcher de fêter les Giselles. Une bonne fête donc à toutes les Giselles. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 19 h pour un nouveau journal au cours duquel nous vous ferons découvrir une activité originale, le sabre laser. Et oui, il s'agit d'une nouvelle discipline sportive. Voici un avant-goût avec ces photos de Mickaël Alési. Passez une très belle soirée. À demain sur Monaco Info.